Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On va plonger aujourd'hui dans l'univers fascinant et parfois un peu déroutant de l'IA générative. C'est un sujet brûlant qu'on voit partout, mais on va essayer d'aller un peu plus loin que le simple buzz. Tout à fait. Et pour ce faire, on s'appuie sur un excellent livre blanc du collectif français, Data for Good. Il se penche sur le développement responsable de l'IA, une perspective essentielle. Absolument. Vous savez, ce qui m'interpelle, c'est la vitesse à laquelle tout ça évolue. ChatGPT, par exemple, a été adopté à une vitesse record. C'est fascinant, mais ça soulève aussi des questions importantes. En effet, on parle de la fiabilité, de l'information, des biais potentiels, de l'impact sur la création artistique. Data for Good appelle à une technolucidité, une sorte de conscience critique face à ces technologies. J'aime beaucoup ce terme technolucidité. C'est exactement ça. L'idée, c'est de ne pas se laisser aveugler par l'enthousiasme ni sombrer dans la peur, mais de vraiment comprendre les tenants et aboutissants de l'IA. Tout à fait. Commençons peut-être par explorer cette adoption fulgurante de l'IA générative. ChatGPT, en quelques mois seulement, est devenu un phénomène mondial. Pourquoi un tel engouement selon vous? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, la facilité d'utilisation de ChatGPT est accessible à tous. On n'a pas besoin d'être un expert en informatique pour l'utiliser. Ensuite, la nouveauté, c'est quelque chose de jamais vu, qui repousse les limites de ce qu'on pensait possible avec l'informatique. Oui, et il y a aussi l'aspect ludique. On peut s'amuser avec ChatGPT, lui poser des questions improbables, lui demander d'écrire des poèmes, des scénarios. Exactement. Et puis, il y a le potentiel créatif. On voit des artistes, des musiciens, des écrivains qui s'emparent de ces outils pour explorer de nouvelles formes d'expression. D'ailleurs, en parlant de création, Data for Good met en avant quelques exemples. Ils illustrent bien les défis posés par l'IA en matière de propriété intellectuelle. Ah oui, comme ce photographe qui a remporté un prix avec une image générée par l'IA. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Exactement. Ou encore le débat autour du droit d'auteur pour les bandes dessinées créées avec l'aide de l'IA. On touche là à des questions juridiques complexes. En France, les juristes Claire Poisson et Iman Bello insistent sur la notion d'originalité. Pour qu'une œuvre soit protégée, il faut qu'elle porte la touche personnelle de l'artiste. Mais comment déterminer cette touche personnelle quand l'IA est impliquée? C'est la grande question. Certains affirment que l'IA n'est qu'un outil comme un pinceau ou un logiciel de montage. D'autres estiment qu'elle peut jouer un rôle plus actif dans le processus créatif. Et aux États-Unis, on se demande, même si l'IA elle-même pourrait être reconnue comme auteur et bénéficier du droit d'auteur. Imaginez les implications. Ça soulève des questions fondamentales sur la nature de la création et la place de l'humain dans tout ça. D'ailleurs, Data for Good encourage les artistes et les développeurs à être vigilants sur l'utilisation des données. Oui, il faut s'assurer de la légalité de l'utilisation des données d'entraînement, être transparent sur les sources. Et pourquoi pas envisager des modèles de consentement pour les artistes dont les œuvres sont utilisées. Tout à fait. On voit que l'IA générative bouscule les frontières établies. Elle nous oblige à repenser nos cadres juridiques et éthiques. Absolument. Et ce n'est qu'un début. Passons maintenant à un autre aspect crucial, celui de la fiabilité de l'information à l'ère de ChatGPT. Ah oui, parce qu'avec ces IA qui génèrent du texte, des images, des vidéos de plus en plus réalistes, il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Exactement. On se retrouve confronté à un flot d'informations, dont on ne peut plus toujours garantir la source ou la véracité. C'est là que la notion de technolucidité prend tout son sens. Il faut aiguiser notre sens critique, apprendre à décrypter les informations, à évaluer les sources. Tout à fait. Data for Good propose une distinction intéressante entre véracité, confiance et fiabilité de l'information. Et comment ces concepts s'appliquent-ils à l'IA? Par exemple, peut-on faire confiance à une information générée par une IA, même si elle est véridique? C'est une question complexe, l'IA. Même si elle est capable de produire des informations factuellement correctes, peut être sujette à des biais, des erreurs de raisonnement. Oui, et il faut aussi se méfier des manipulations potentielles. On peut imaginer des IA utilisées pour propager de fausses informations, des fake news ultra réalistes. Absolument. La vigilance est de mise. Il faut se poser les bonnes questions. Qui a créé cette IA? Dans quel but? Quelles sont les données qui ont été utilisées pour son apprentissage? C'est vrai, on ne peut plus se contenter de prendre l'information au pied de la lettre. Il faut développer un regard critique, un esprit d'analyse. Tout à fait. Et c'est là que Data for Good insiste sur l'importance de l'éducation, de la sensibilisation aux enjeux de l'IA. Il faut donner aux citoyens les clés pour naviguer dans cet océan d'informations. Absolument. Et je pense qu'il est important de le faire dès le plus jeune âge. On parle beaucoup de l'IA à l'école, mais il faut aller plus loin. Apprendre aux enfants à penser critique, à questionner l'information. Je suis entièrement d'accord. L'éducation est l'arme la plus puissante contre la désinformation et la manipulation.
Et elle est essentielle pour construire une société capable d'utiliser l'IA de manière responsable et éthique. Et si on se penchait maintenant sur un aspect de l'IA qui est souvent source d'inquiétude, les biais algorithmiques, on en a tous entendu parler, mais c'est important de comprendre comment ils se manifestent et quels sont les risques. Oui, c'est un sujet crucial. On pourrait penser que l'IA étant basée sur des algorithmes est objective par nature. Mais en réalité, elle peut reproduire et amplifier des biais, qui sont présents dans les données sur lesquelles elle est entraînée. Exactement. Data for Good met en avant 3 types de biais particulièrement préoccupants. Les biais ethniques, de genre et d'âge. Et ces biais, comment se traduisent-ils concrètement? Pouvez-vous nous donner des exemples? Bien sûr, prenons l'exemple de la reconnaissance faciale. Des études ont montré que certains logiciels ont plus de difficultés à identifier correctement les visages de personnes de couleur. C'est ça inquiétant, surtout si on pense à l'utilisation de ces technologies dans des domaines sensibles, comme la sécurité ou la justice. Absolument. Un autre exemple frappant est celui de Joy Wolamuni, une chercheuse qui a montré qu'elle devait porter un masque blanc pour être reconnue par un logiciel de reconnaissance faciale. C'est une image forte qui illustre bien les dangers potentiels de ces biais. Et pour les biais de genre, comment se manifestent-ils? On les retrouve un peu partout. Par exemple, si vous demandez à une IA de générer des images de personnes occupant des postes à responsabilité, il y a fort à parier que vous verrez une majorité d'hommes blancs. Oui, j'imagine que l'IA a tendance à reproduire les stéréotypes présents dans notre société, comme la surreprésentation des hommes dans certaines professions. Tout à fait. Et c'est encore plus subtil que ça. Data for Good a mené une expérience avec Dall-E, en lui demandant de générer des portraits de personnes âgées et de personnes jeunes en utilisant différents adjectifs. Et qu'ont-ils constaté? Les portraits de personnes âgées étaient plus souvent associés à des adjectifs négatifs, comme fragile ou dépendant, tandis que les portraits de personnes jeunes étaient plutôt associés à des adjectifs positifs, comme dynamique ou créatif. C'est incroyable. On voit bien comment l'IA peut reproduire et amplifier des stéréotypes liés à l'âge, même de manière inconsciente. Exactement. Et ces stéréotypes peuvent avoir des conséquences bien réelles. En influençant la façon dont on perçoit et on traite les personnes âgées, ils peuvent même conduire à des discriminations dans l'accès à emploi ou aux soins. Face à ces constats, que peut-on faire? Comment lutter contre ces biais algorithmiques? C'est un défi majeur, mais Data for Good propose plusieurs pistes. D'abord, il est crucial de sensibiliser les développeurs, les chercheurs, les utilisateurs aux enjeux des biais. Oui, il faut une prise de conscience collective des dangers potentiels de ces technologies. Ensuite, il faut travailler sur la qualité des données d'entraînement. Si les données sont biaisées, l'IA le sera aussi. Donc il faut s'assurer que les données sont représentatives de la diversité de la société, qu'elles ne véhiculent pas de stéréotypes. Exactement. Et il faut aussi développer des outils et des méthodes pour détecter et corriger les biais dans les algorithmes. J'imagine que la recherche dans ce domaine est en plein essor. Oui, et c'est encourageant. De nouvelles techniques émergent pour évaluer la présence de biais et pour les atténuer, mais il reste beaucoup de travail à faire. Data for Good insiste aussi sur l'importance de la transparence. Les entreprises qui développent et utilisent l'IA doivent être transparentes sur leurs méthodes, sur les données qu'elles utilisent. Tout à fait. La transparence est essentielle pour instaurer la confiance et permettre un débat public éclairé sur ces technologies. Et on voit que le législateur s'empare aussi de la question. L'Union européenne, par exemple, travaille sur une réglementation de l'IA qui vise à encadrer son développement et son utilisation, notamment pour prévenir les discriminations. C'est une bonne chose. Il est important d'avoir un cadre réglementaire clair pour garantir que l'IA soit utilisée de manière éthique et responsable. Tout à fait. Et je pense qu'il est important d'impliquer la société civile dans ce débat. L'IA est une technologie qui nous concerne tous, et chacun doit pouvoir s'exprimer sur son développement et son utilisation. Je suis d'accord. L'IA ne doit pas être un domaine réservé aux experts. Il faut un dialogue ouvert et transparent entre les citoyens, les chercheurs, les entreprises et les décideurs politiques. Et on voit que ce dialogue commence à émerger. De plus en plus d'associations d'ONG et de collectifs citoyens s'intéressent à l'IA et s'engagent pour un développement éthique et responsable de ces technologies. C'est encourageant. L'IA est un outil puissant, mais il faut l'utiliser à bon escient. Et pour cela, il est crucial que la société s'empare de la question et participe à la construction d'un avenir où l'IA est au service du bien commun. Passons maintenant à un autre défi majeur de l'IA qui est souvent pointé du doigt, son impact environnemental. Oui, c'est un sujet qui suscite de plus en plus d'inquiétudes. L'entraînement de ces modèles d'IA consomme énormément d'énergie, ce qui a un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre. On a vu que Data for Good a comparé l'impact environnemental de 2 modèles de langage, GPT-3 et Bloom, et les résultats sont assez surprenants. En effet, l'empreinte carbone de Bloom est 18 fois inférieure à celle de GPT-3, malgré des performances comparables. Waouh, c'est d'une différence significative. Comment expliquer un tel écart?
Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, Bloom a été entraîné en France, où l'électricité est largement décarbonée grâce au nucléaire. Ensuite, Bloom a été conçu avec une architecture plus efficiente, qui consomme moins d'énergie. Donc le choix du lieu d'entraînement et de l'architecture du modèle ont un impact direct sur l'empreinte carbone. Tout à fait. Et Data for Good met en avant d'autres pistes pour réduire l'impact environnemental de l'IA. Par exemple, Par exemple, réutiliser des modèles existants plutôt que d'en entraîner de nouveaux à chaque fois. Ou encore optimiser le fine-tuning des modèles, c'est-à-dire l'adaptation d'un modèle existant à une nouvelle tâche pour consommer moins d'énergie. C'est intéressant, donc il y a des solutions pour rendre l'IA plus verte. Oui, et Data for Good insiste sur l'importance de la transparence. Les développeurs d'IA devraient fournir des informations claires sur la consommation énergétique et les émissions de CO2 de leur modèle. C'est vrai, ça permettrait aux utilisateurs de faire des choix plus éclairés, de privilégier les modèles les plus éco-friendly. Exactement. Et il faut aussi sensibiliser les utilisateurs aux enjeux environnementaux de l'IA. Parfois, une simple recherche sur Google est suffisante. Pas besoin de solliciter un modèle d'IA gourmand en énergie. C'est un bon rappel. On a tendance à utiliser l'IA sans toujours réfléchir à son impact. C'est humain, mais il est temps de prendre conscience que nos choix technologiques ont des conséquences et qu'il est important de les intégrer dans nos décisions. Bon, on a beaucoup parlé des défis, mais il ne faut pas oublier que l'IA générative offre aussi des opportunités extraordinaires. Absolument. Data for Good insiste sur le potentiel de l'IA pour résoudre des problèmes complexes, améliorer nos vies et même contribuer à un avenir plus durable. Par exemple, dans le domaine de la santé, l'IA peut aider à diagnostiquer des maladies plus tôt, à développer de nouveaux traitements, à personnaliser les soins. Oui, et dans le domaine de l'environnement, l'IA peut aider à optimiser la consommation d'énergie, à gérer les ressources naturelles de manière plus efficace, à lutter contre le changement climatique. C'est vrai, on voit des applications de l'IA dans des domaines très variés, de l'agriculture à l'éducation, en passant par les transports et la culture. Et il y a fort à parier que l'IA jouera un rôle de plus en plus important dans nos vies dans les années à venir. Alors, comment s'assurer que l'IA soit utilisée pour le bien commun, et non pas pour amplifier les inégalités ou nuire à l'environnement? Data for Good plaide pour un développement responsable de l'IA, qui prend en compte les dimensions éthiques, sociales et environnementales. C'est-à-dire, concrètement, comment mettre en place un tel développement? Il faut d'abord sensibiliser tous les acteurs, les chercheurs, les développeurs, les entreprises, les décideurs politiques, mais aussi les citoyens. Oui, il faut que chacun comprenne les enjeux de l'IA, les risques potentiels, mais aussi les opportunités. Ensuite, il faut mettre en place des garde-fous des règles du jeu pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA. On a parlé de la réglementation européenne sur l'IA. C'est un bon exemple. Tout à fait. Il faut aussi encourager la recherche sur l'IA éthique, sur les biais algorithmiques, sur l'impact environnemental de l'IA. Oui, la recherche joue un rôle crucial pour nous aider à comprendre et à maîtriser ces technologies. Et il faut aussi favoriser l'innovation ouverte, le partage des connaissances, la collaboration entre les différents acteurs. C'est important, l'IA ne doit pas être un domaine réservé à une poignée d'entreprises ou de pays. Il faut que les bénéfices de l'IA soient partagés par tous. Tout à fait. Et pour cela, il faut encourager la diversité, l'inclusion, la participation citoyenne dans le développement de l'IA. En somme, il faut une approche holistique qui prend en compte tous les aspects de l'IA, de l'éthique à l'environnement en passant par la société et l'économie. Exactement. L'IA est un outil puissant, mais c'est à nous de décider comment nous voulons l'utiliser. Et cette décision, elle nous appartient à tous. C'est pourquoi il est important de s'informer, de débattre, de s'engager. Pour un avenir où l'IA est au service de l'humanité. Je suis d'accord. L'avenir de l'IA se joue maintenant, et c'est à nous de le construire ensemble. Merci d'avoir participé à cette plongée au cœur de l'IA générative. On espère que vous avez appris des choses. Et surtout qu'on vous a donné envie d'en savoir plus, de réfléchir, de vous engager. À bientôt pour de nouveaux Deep Dive.